Watokufu Tsimouezine, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et nous sommes en direct depuis la régie. Ce soir, nous serons au cœur du combat pour l'emploi. Nous parlerons de microcrédit, d'accompagnement à la création d'entreprises. Et notre invité ce soir n'est autre qu'Emmanuel Legras, directeur de l'ADI. Il reviendra bien sûr sur les enjeux de l'ADI ici dans le département, mais également, il nous parlera également de cette nouvelle édition de la semaine du microcrédit au cours de ce journal. Et information très importante également, demain matin à partir de 6h, nous serons en vigilance forte pluie. Et au cours de ce journal, nous aurons Bertrand Laviec, directeur de Météo France. Il nous fera le point et le temps de rejoindre le plateau. Je vous propose de regarder les titres de ce vendredi 29 janvier. L'augmentation des taux d'octroi de mer représente une véritable catastrophe dans certains corps de métier. Les pharmaciens font partie des plus impactés et vont ainsi mener des actions coup de poing pour faire réagir les élus avant de devoir fermer boutique. Toutes les explications dans votre journal. Suite aux récentes violences qui se sont déroulées à Tsunzu entre des jeunes du village et ceux de l'association Tama, les habitants ont décidé de marcher dimanche. Ils souhaitent en finir avec la violence et exigent l'expulsion de l'association Tama qu'ils jugent responsable de leurs maux. Reportage. L'an passé, un projet de structuration de la filière fruits et légumes est né à Mayotte. Tous les partenaires et acteurs avaient donc rendez-vous ce matin à la DAF à l'occasion du premier comité de pilotage d'un projet qui devrait permettre un développement agricole de l'île sans précédent. Dentistes, pharmaciens, maçons ou encore concessionnaires, tous possèdent un point en commun depuis le 1er janvier 2016, l'octroi de mer. Cet impôt dû à la collectivité est révisé en décembre dernier, n'en finit plus de faire planer au-dessus du département le spectre d'une vague de licenciements. Ce matin, le représentant du syndicat des pharmaciens était sur notre plateau pour annoncer le début d'une action d'envergure pour que les autorités réagissent avant qu'il ne soit trop tard. Les explications dans ce sujet signées Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Si de nombreux corps de métier risquent d'être violemment impactés par la révision des taux d'octroi de mer, il en est un qui devrait l'être plus que tout autre. En effet, les pharmaciens du département tirent la sonnette d'alarme suite à l'augmentation sans précédent des taux sur certains médicaments ou autres produits pharmaceutiques. Pour Dominique Mac, le risque de fermeture des pharmacies d'ici la fin de l'année est réel. Et cette augmentation d'octroi de mer externe va impacter notre marge de 30 à 100%, voire plus de 100%. Ça veut dire quoi ? Vous pourriez vendre des médicaments à perte ? Mais non, on n'a pas le droit justement. Donc Le problème il est là et on va arriver à ce niveau-là. Parce que plus les produits sont chers, plus notre marge est réduite. Ce qui en soi est logique. Ce qui fait que pour certains produits comme les anticancéreux, le traitement du sida, le traitement des hépatites, on va avoir un prix de revient à Mayotte plus cher que le prix de vente. Wow. Donc on ne pourra plus les vendre en ville. Les pharmacies de ville à Mayotte, en 2008, il y en avait 10 à Mayotte. En 2015, on est 20. Toutes les nouvelles pharmacies qui ont été implantées en brousse. Une pharmacie qui arrive, c'est un médecin qui est arrivé derrière. Si la pharmacie s'en va, le médecin ne restera pas. Eh oui, forcément. Et le premier qui est en danger, celui qui est devant nous, encore pire, c'est le grossiste. En signe de protestation, toutes les pharmacies de l'île seront fermées lundi et mardi, tandis qu'aucune garde ne sera assurée ce week-end. Des actions coup de poing qui semblent la seule manière de faire réagir des élus du département, pourtant au courant du problème. Et on a contacté Issa Abdou, on a contacté Benissa, on a demandé un rendez-vous auprès du conseil départemental, on a contacté l'ARS, on a contacté la préfecture, rien ne bouge. Vous n'avez eu aucun retour ? Aucun retour. Ni même une réunion, un courrier, ni même une carte postale. Voilà. Non, c'est le seul retour qu'on a eu, ça date, on est quel jour ? Vendredi, ça date de mercredi. On a un rendez-vous avec le président du conseil départemental le 11 février. Mais le 11 février, le temps s'ils veulent modifier, le temps qu'ils prennent une décision, ça va être très très limite. On est parfaitement conscient de cet impact-là. Mais le jour où il n'y aura plus de pharmacie sur Mayotte, l'impact sera encore beaucoup plus important. Donc autant faire prendre conscience à la population. 2 jours, c'est vrai que c'est un impact, mais le jour où il n'y a plus de pharmacie, l'impact il est colossal. Du côté du conseiller départemental de Pamandzi, Daniel Zaïdani, cette situation était prévisible et s'explique par une donnée très simple.
Le manque de concertation avec les secteurs impactés par cet impôt. On ne doit pas prendre au dépourvu les entreprises locales. Vous savez, Mayotte est une société fragile, un équilibre fragile où les entreprises n'ont pas beaucoup de trésorerie. Donc il est important que lorsque nous décidons de bouleverser la fiscalité sur l'entrant des produits, il est important qu'il y ait un échange. L'erreur fondamentale qui a été commise en décembre dernier, c'est que les élus majoritaires ont décidé de modifier les bases de l'octroi de mer sans pour autant avoir consulté les acteurs économiques pour savoir si cela allait entraîner des difficultés pour les uns ou pour les autres. Je vous rappelle qu'en 2013, lorsque nous devions mettre en place cela, nous avions fait des tables rondes qui avaient réuni plus de 70 entreprises pour 160 appelés. Et donc cela nous avait permis déjà d'atténuer le choc de la mise en place de l'octroi de mer, notamment sur l'octroi de mer interne. La situation est grave et la réaction des élus de la majorité au conseil départemental, vivement attendue. Et à noter que l'intégralité du temps de parole de Daniel Zaidani sera disponible à la fin de cette édition. Et je vous le disais au début de ce journal, nous accueillons ce soir Emmanuel Legras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'ADI, déjà bienvenue, puisque ça fait 2 mois que vous êtes ici à Mayotte. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ADI, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ? Alors l'ADI est une association qui a été créée en 1989, qui est une association nationale de microcrédit dont la mission est de financer les porteurs de projets qui souhaitent créer ou développer une entreprise mais qui n'ont pas accès au crédit bancaire, de les accompagner via un coaching individuel ou des formations collectives. Et l'ADI a également au niveau national une mission de plaidoyer pour faciliter les démarches de création pour les porteurs de projets. Et ici à Mayotte, en quoi le microcrédit est un vecteur efficace pour l'emploi ? Alors le microcrédit a tout son sens ici à Mayotte puisque du fait de la situation économique du territoire, notamment sur les populations les plus exclues et les plus éloignées de l'emploi, comme les femmes qui sont impactées à 27% de taux de chômage, les jeunes par exemple, 47% de taux de chômage, la création de son propre emploi et de son entreprise est une vraie solution d'insertion et durable. L'ADI est là pour aider ces porteurs de projets via un microcrédit qui peut aller jusqu'à 10 000 €, qui peut être complété par d'autres dispositifs d'aide financière et l'accompagnement qui permet la pérennité de cette activité. Donc les gens s'insèrent durablement et créent leur propre emploi. Alors, vous avez fait plusieurs pays avant de venir ici. Quelles sont les différences que vous pouvez constater ? Alors, en termes de différences, on est sur un territoire qui est très, très restreint, qui est très concentré. Pour autant, on est sur de la création d'entreprises ici, ou en tout cas l'activité économique via l'entreprise est représentée en grande majorité par des micro-entreprises. Donc, ce sont des entreprises individuelles. Les gens créent leur propre emploi. On est sur un territoire également où le travail informel tend à s'officialiser. Donc, l'ADI est là également pour l'officialisation des porteurs de projets, pour les aider à faire ces démarches-là. Et notamment, la départementalisation de Mayotte depuis 2011 amène à cette régularisation du marché de l'entreprise. Et on parle de 200 emplois créés en France métropolitaine, dont 21 à Mayotte. Expliquez-nous. Tout à fait. En fait, l'ADI, en 2015 notamment, a soutenu 1088 micro-entrepreneurs exactement. C'est plus de 6 500 000 € qui ont été injectés dans l'économie locale mahoraise. Ça représente 21 emplois par semaine qui ont été créés ou maintenus, soit créés par la création de l'entreprise, soit maintenus puisqu'on a favorisé le développement de l'entreprise. Et la semaine prochaine, donc du 1er au 5 février, aura lieu donc cette nouvelle édition de la semaine du microcrédit. Tout à fait, c'est la 12e édition, c'est l'événement majeur de l'ADI. Donc toute la semaine du 1er au 5 février, nous allons à la rencontre du grand public par l'organisation de stands d'information et de forums. Donc par exemple, lundi sur Mamoudzou, un marché des créateurs et des stands d'information. Mardi, on sera sur l'abattoir. Mercredi, c'est une journée portes ouvertes à Dzumoni à notre agence. Jeudi, nous serons à Sada et vendredi dans notre agence de Chirongi. Donc chaque jour, un village spécifique. Vous tenez vraiment à ouvrir les opportunités aux Mahorais. Tout à fait. C'est une mission de l'ADI de développer un service de proximité. Donc autant nos agences sont dispersées dans l'île, autant nos événements le sont également. Est-ce que très rapidement, l'ADI aujourd'hui est une référence ici à Mayotte quand on veut créer son entreprise ? En tout cas, on l'espère. L'ADI est un acteur majeur de l'insertion économique, du développement économique. Aujourd'hui, l'ADI, par exemple, en 2015, représente 34% de la création d'entreprises sur Mayotte. Merci beaucoup Emmanuel Legras. Nous suivrons bien sûr vos actions tout au long de la semaine et merci d'être venu sur le plateau de KTV. À très bientôt.
Et le reportage qui va suivre n'est autre que la conséquence de la montée en puissance de la délinquance dans les établissements scolaires du département. En effet, les parents d'élèves de Cavani Sud ont fermé le portail des 2 écoles maternelles du quartier pour le 2e jour consécutif. À Kwa, Ouangani, Chikoni, les droits de retrait se multiplient à Mayotte. Les services de la mairie du chef-lieu et du vice-rectorat étaient à Cavani ce matin afin de discuter avec le corps enseignant. Chacun a pu livrer ses inquiétudes et réfléchir à d'éventuelles mesures à prendre pour travailler en toute sécurité. Plus d'explications dans ce sujet signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. La résignation et l'impuissance face à l'insécurité se lit sur les visages de ces parents d'élèves. Ils dénoncent le laisser-faire des autorités ainsi que l'installation de jeunes dans l'enceinte de ces écoles maternelles. Des jeunes qui agressent les enseignants et les enfants. Une situation qui ne peut plus durer, comme l'explique ce papa. Jula wana watu, jula mafundo watu, jula madirekteri watu wasomeza wanatu vani mana wasifanyishia violence manga ya tumba mpaka mana madelenka wangili ya vani wasifrape wasibubwa madirekteri wasibubwa ya mafundi wasirengia wana watu zigute wasilala umone iliko lini vani hawaotoka mbanu wasivura mabangi yao babo wasinya ya madzia yao babo wabwa waire maharna zibeto zai lekoli. Ce matin, le dialogue entre parents d'élèves et représentants de la municipalité était des plus tendus à l'image de cet accrochage qui a nécessité l'intervention de la police municipale. Ce père de famille qui a peur pour la sécurité de son enfant est excédé. Sadin semera na wantuahe halhu van rahavi halhu sharia shahavi van wasisar jouer leona kama nangu asinda l'école ana paramta mbubua wamitoshwa jao ndivie wa jao nijifanyile justice wa mwa jao ni samera njibu hau haraka maana nafanya zile wamfanya zile mbakumkwa ni samera age Jerjoué na mnatofanya maana kulakati lemewa kulakati wanatu mwasanda l'école asibubulwa kulakati wanatu asifinga zitu zao wasana l'école asivoshelwa zo kulakati yani kawasishungolwa mbana sûreté kawasishungolwa mbana bana leo hifadhi donc leo fanya zima parade jouer na mnatofanya parenzia na wasi madhamana na marania na madhamana walio. À la fin de la réunion, la police nationale et un élu de la mairie ont fait un rapport oral aux parents d'élèves présents. D'accord. Si les tensions se sont apaisées au fil des discussions, la sécurité des enfants reste un problème à régler au plus vite. Les autorités assurent donc qu'ils vont travailler activement pour lutter contre la violence, mais la tâche est loin d'être aisée. Et ce dimanche 31 janvier, les habitants de Tsunzu 2 vont entamer une marche en réaction des derniers événements violents qui ont eu lieu la semaine dernière. Ils pointent notamment du doigt Dagotama qui héberge des jeunes jugés dangereux et à l'origine de la délinquance dans le quartier. Ce matin, nous sommes partis à leur rencontre. À 2 jours de cette marche symbolique qui a pour but de dire stop à la violence. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. La douleur est encore vive pour la maman de Julien, blessé à l'abdomen la semaine dernière lors d'affrontements avec les jeunes de l'association Tama. Elle accepte de témoigner pour se libérer et explique revivre quotidiennement ce moment douloureux. Mana mtu andatari mwa masembea yo babo maisha yangamia babo isa yangamia muhalasi babo wamina tovenza tama wahime waringalie wasi bemaza deja wawari hodzo mana nhodzia mwanangu bekari saha waketse na vanhu mojana wasi walawe plasio vabo wanrazungwa vanhu vangina wa hensi wanatawao wasiriparo nafasi ile wana watu haraha na furaha kweli wasipoambilomba wana watu wao wakaidi wana watu wao jaube karapati zokia waremamnyao sembea. Ce matin, les résidents de Tsunzu 2 étaient réunis pour discuter de la marche de dimanche qui vise notamment à demander l'expulsion de Dagotama.
Si cette action ne résoudra pas les problèmes de violence ni le désœuvrement d'une partie de la jeunesse du département, ils souhaitent néanmoins exprimer leur ras-le-bol. Tongoza taharaki nyingi maana wanatsao waja walishwa wavo washuka hunu waja waifanya taharaki hunu ono isikamba wana watu mojana waode mazefu swafi watoka washinda balilia la kuruzao ile lazimu wao paswa waishuka vanu huku waja hifanya hila zao vanu wasishtuzo karususaha. Agression, cambriolage, dégradation de biens, les villageois dénoncent une augmentation de la délinquance depuis l'installation de la structure Tama dans le village. Les jeunes de Tsunzu seront également présents à la marche, notamment pour lancer un avertissement en cas d'intrusion et de nouvelles violences dans leur quartier. Bene kawa baki wavo watu jarjene deja sur le mono to abishwar ngadzano kias elwa remotsar ngadzitina kati angine kartsen lwa na masembe adi atula sa germane tu wobura law e marchio handrani avertissement warone ba madzari relawa. Parents, enfants, tous se disent déterminés à faire déplacer Dagotama de leur localité et espèrent être entendus par les autorités. De son côté, l'association a envoyé un communiqué expliquant que cette délinquance qui s'emplit chaque jour davantage, et l'actualité en témoigne, n'est pas le fait d'un établissement de 12 mineurs dans un village, mais celui de jeunes désœuvrés sans repère et sans structure, et ce, sur toutes les communes du département. En effet, Tama semble bien seul pour tenter d'aider à s'en sortir des centaines de jeunes en perdition. Et à noter que les jours ne seraient plus en danger pour les 3 personnes grièvement blessées lors de ces affrontements. Et ce matin, les syndicats de l'éducation nationale ont reçu la mission d'inspection des services afin de faire évoluer le débat sur le sujet des retraites à Mayotte. Les représentants de la FSU, le SNUPP, le SNES ou encore la DEAL étaient présents sur les lieux pour débattre de l'application des dispositifs concernant la retraite dans l'éducation nationale. On fait le point sur la situation avec Adèle Laurent. La question des retraites dans l'éducation nationale, mais de manière plus globale dans toute la fonction publique, pose problème depuis des années. Lors des grèves d'octobre-novembre dernier, cette problématique était une nouvelle fois au cœur des revendications des syndicats. Depuis, l'État a mandaté une mission d'inspection générale des services, actuellement présente à Mayotte. L'occasion pour les syndicats d'organiser une rencontre qui a eu lieu ce matin. Il y a un point qui est quand même essentiel, c'est l'histoire de la bonification retraite qui a été réduite rétroactivement de 50 à 33%. On avait des gens compétents sur le sujet, ils ont bien compris que l'ampleur des effectifs n'était pas telle que c'était impossible à faire, ils ont bien compris aussi que dans la manière dont ça s'est fait en 2014, du rétroactif, c'était quand même une façon de gérer les personnels qui n'avait rien à voir avec l'attractivité qui nous fait cruellement défaut. Quand moi je vois quasiment tous les mois des collègues qui viennent au local syndical du SNES et qui nous disent écoutez, comment il faut faire pour travailler après 67 ans, parce que j'ai pas les annuités et je peux pas partir en retraite maintenant. Ces situations dramatiques des collègues, écoutez, nous on fera tout pour les empêcher. Les bonifications, c'est un des moyens d'améliorer le sort de nombreux collègues. Et des solutions, les syndicats en proposent. Pour la DEAL, c'était d'ailleurs l'occasion de faire le lien avec la reconstitution des carrières dont ils s'occupent, mais ce sujet n'a pas pu être traité lors de cette rencontre. Pourtant, cette reconstitution permettrait d'avoir des informations claires sur les activités professionnelles et donc de préparer le départ à la retraite. Nous avons souhaité en fait faire part des difficultés de gestion de dossiers un petit peu différenciées, qui fait qu'il y a beaucoup d'agents qui partent à la retraite en perdant certains jours d'ancienneté. Et aussi, il y a des agents qui partent à la retraite et qui restent pendant un temps assez long quand même, jusqu'à 6 voire 7 mois sans toucher leur pension de retraite, ce qui est très difficile pour ces agents-là. Et il y a aussi pour la préparation au départ à la retraite, avec la reconstitution des carrières qui n'est pas fait automatiquement, il n'y a pas des entretiens préalables au départ à la retraite. Donc on souhaiterait que ces choses-là soient mises en place le plus rapidement possible. Une anticipation qui fait donc défaut et qui aurait pourtant permis en amont de mieux gérer le départ en retraite de chacun.
La mission d'inspection a tout de même été à l'écoute des syndicats et ils ont ensemble fait le tour des conditions dans lesquelles sont appliqués les dispositifs de retraite dans l'éducation nationale. Les syndicats qui n'en sont pas à leur première revendication à ce sujet ont également traité le thème de l'ancienneté générale des services. Effectivement, nous ne pouvons qu'être très déçus par le fait que la question des reprises en compte de l'ancienneté générale de service n'ait pas pu être traitée. À ce jour, toutes les possibilités de rencontre ont été épuisées. Il n'y a plus qu'un autre moyen à mettre en œuvre, c'est-à-dire le rapport de force, compte tenu du fait que nos revendications, l'ensemble de nos revendications n'a pas été entendu. Écouté mais pas entendu, une réunion en intersyndicale va donc être mise en place jeudi prochain et les syndicalistes descendront de nouveau dans la rue afin de défendre leurs droits. Et je vous l'annonçais au début de ce journal, demain matin à 6h, nous serons en vigilance forte pluie et nous avons Bertrand Laviec, directeur de Météo France au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors pourquoi avoir déclenché cette vigilance pour demain ? En fait, on a fait exprès de déclencher la vigilance aujourd'hui, vendredi, pour essayer de toucher un maximum de gens. Parce qu'on sait d'expérience que les personnes écoutent plus facilement la radio, elles regardent plus facilement la télé le vendredi que le samedi. Donc voilà, on voulait qu'un maximum de gens soient au courant. Mais effectivement, on attend les événements plutôt dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche. Et est-ce qu'on sait jusqu'à quand sera maintenue cette vigilance ? Oui, on sait qu'on va la maintenir au moins jusqu'à lundi matin. Mais le plus gros des pluies, les plus fortes pluies qu'on attend, c'est vraiment dans la nuit prochaine, la nuit de samedi à dimanche et la journée de dimanche. Bertrand Laviec, est-ce qu'on peut rappeler brièvement les consignes de sécurité en vigilance ? Le premier principe, c'est vraiment se tenir informé des prévisions météo, en écoutant votre radio préférée, en regardant votre télévision préférée. Et puis surtout, c'est des conseils de bon sens. Évitez de vous déplacer si vous pouvez éviter de vous déplacer. Ça sert à rien de sortir dans la rue où il y a 1 mètre d'eau, si juste pour aller chercher quelque chose à l'autre bout du village. Il vaut mieux rester chez soi en sécurité. Et regardez Kwesi. Merci beaucoup Bertrand Laviec d'être intervenu au cours de ce journal. Et bien sûr, la vigilance est de mise tout au long du week-end. Je vous propose de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 29 janvier. Tout de suite, l'actualité en bref. La grève chez Air Austral a bel et bien débuté ce vendredi 29 janvier. Et plus de 700 passagers sont impactés par les changements imposés par le mouvement des pilotes. Selon la direction, aucune annulation de vol n'est prévue, mais des reports et des modifications d'horaires ont été rendus inévitables. Les passagers concernés ont été prévenus dès hier après-midi par SMS et par mail. 600 passagers seront ensuite impactés pour la journée du 30, mais tous seront transportés, assure la compagnie. Les passagers concernés peuvent aussi choisir de prendre le vol prévu en remplacement ou effectuer une modification de leur date de voyage sans frais, tandis que tous ceux qui souhaitent se faire rembourser pourront en faire la demande pendant tout le mois de février. Pour l'heure, les vols à destination de Mayotte ne sont pas touchés, à l'inverse de ceux pour l'île Maurice, mais il conviendra d'attendre les nouvelles programmations pour les journées du 31 janvier et du 1er février. Le syndicat des pilotes se dit toujours ouvert au dialogue. Il conviendra donc de se tenir informé pour connaître tout retour à la normale ou toute modification. Le président de la FEDOM, Jean-Pierre Philibert, a présenté ses vœux mercredi devant un parterre de personnalités, en présence de la ministre des Outre-mer. Si ses premiers mots ont été pour les victimes tombées lors des attentats de 2015, Mayotte, territoire aux caractéristiques culturelles et cultuelles spécifiques, constitue selon lui une chance pour la France et a toute sa place au sein de la nation. Présent dans 10 collectivités sur 11, l'année 2015 a permis à la FEDOM de consolider son partenariat avec le CREFOM. Ainsi, en 2016, la fédération continuera à investir dans des thèmes porteurs pour les Outre-mer, tels que l'économie maritime, la transition énergétique ou le tourisme durable. Tout au long de son discours, Jean-Pierre Philibert mettra en avant le 101e département qu'il connaît bien et demeurera très objectif sur les progrès à faire, notamment sur les plans économiques et fiscaux. Son allocution s'achèvera sur l'évocation du projet de loi sur l'égalité réelle en Outre-mer. Jean-Pierre Philibert affirmera encore une fois le soutien sans faille et l'engagement total de la FEDOM aux côtés du CREFOM, qui en a fait son combat. Dans la lutte contre la délinquance, plusieurs arrestations d'importance ont eu lieu ces derniers jours.
Le 20 janvier dernier, un instituteur de l'école briqueterie à Cavani a été poignardé alors qu'il sommait 3 individus extérieurs à l'établissement de quitter les lieux. Le 26 janvier, l'auteur principal âgé de 17 ans a été identifié et interpellé dans son banga. À l'issue de sa garde à vue, il a été déféré devant le procureur le même jour. À la suite d'une autre enquête menée par les enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine du commissariat de police de Mamoudzou, 2 hommes âgés de 19 et 20 ans ont été interpellés pour différentes agressions, dont certaines particulièrement violentes commises dans le quartier des Hauts-Vallons. L'enquête a permis d'établir leur participation à 8 agressions commises entre le 25 décembre 2015 et le 25 janvier 2016. À l'issue de leur garde à vue, ils ont été déférés au parquet hier après-midi et une information judiciaire a été ouverte des chefs d'extorsion avec armes, violence sur mineurs de 15 ans, vol avec violence en réunion. L'un d'entre eux est également poursuivi pour tentative de viol et tentative de meurtre et le second pour complicité de ces 2 crimes. Ces 2 hommes encourent une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, indique le procureur Joël Garrigue dans un communiqué. A noter que les investigations se poursuivent afin de déterminer s'ils sont impliqués dans d'autres agressions enregistrées ces derniers mois dans ce quartier de Mamoudzou. Et à Mayotte, nombreux sont ceux qui se plaignent du manque de fruits et légumes sur le territoire. Mais pour remédier à ce problème, 4 organisations de producteurs et une structure de formation ont été sélectionnées dans le cadre d'un projet de structuration de la filière fruits et légumes et produits transformés. Ce matin se tenait à la DAF le premier comité de pilotage du projet entre les différents partenaires. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Démarré l'an passé, le projet de structuration de la filière fruits et légumes et produits transformés avance bon train. 4 organisations de producteurs, en l'occurrence l'AEM, l'ASSM, la COPAC, le GVA d'Aqua ainsi que la structure de formation AFICAM, étaient ainsi réunies ce matin pour un premier comité de pilotage du projet. Alors nous avons déjà travaillé sur plusieurs points puisqu'on a réalisé lorsqu'on a fait l'état des lieux qu'il y avait des soucis à toutes les mailles en fait de la filière fruits et légumes et on tente d'apporter une réponse collective à ces soucis. Donc nous avons constitué une base de données de clients à qui l'on transfère chaque semaine les disponibilités en fruits et légumes de nos partenaires. Nous avons également commencé à mener une réflexion sur l'optimisation de l'atelier agroalimentaire de Coconi par les transformateurs et nous avons aussi commencé à travailler sur un appui aux producteurs à travers la rédaction d'un guide de traçabilité et de qualité des produits qui sera distribué donc aux agriculteurs partenaires qui sont membres des groupements qui participent à ce projet. Ce projet financé par l'Europe vise notamment à enrichir l'offre sur le département. Mais alors, y a-t-il un manque de fruits et légumes à Mayotte ? Justement, ce projet est là pour le démontrer. Il y a des fruits et légumes. Après, il ne faut pas se voiler la face. Il y a un certain nombre de difficultés. On sait que les agriculteurs sont confrontés à des problèmes d'enclavement des parcelles, de vol, des aléas climatiques, des problèmes de collecte également, parce qu'une fois qu'on a sorti les produits des champs, il faut les amener au bord de route et ensuite il faut pouvoir les amener dans les centres de consommation. Cependant, tous ces problèmes peuvent avoir des solutions et c'est justement toute l'ambition de ce projet, de dire qu'on a des très bons fruits et légumes à Mayotte, qu'on peut les consommer et qu'en menant des actions collectives, on peut arriver à résoudre un certain nombre de ces problèmes. Travailler collectivement, mais aussi faire comprendre à la population qu'il est possible de consommer local. Cela fait également partie des défis de ce partenariat, comme le confie la responsable de l'atelier agroalimentaire de Coconi. Il faut savoir que pour l'année 2015, nous avons produit à l'atelier près de 20 tonnes de jus à base de produits locaux. Donc il y a des jus qui sont produits localement sur le territoire. Donc si j'ai un conseil à donner aux Mahorais, c'est de consommer local pour encourager le développement agricole de l'île. Avec ce projet fédérateur porté notamment par l'association Saveurs et Senteurs, le développement agricole de l'île semble en bonne voie et devrait porter ses fruits dans les années à venir. Très important, et oui, il faut consommer local.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à KTV et Kwezi FM le 106.9. Cette édition est disponible en replay sur notre site l'infokwezi.fr et sur OM5. Je vous invite à regarder la météo de votre week-end avec Ornella Perrine et on rappelle cette information de la plus haute importance. Nous serons en vigilance forte pluie à partir de demain 6h. Et on rappelle quelques consignes de sécurité. Tenez-vous bien évidemment au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias. Ne vous déplacez qu'en cas de nécessité. Tenez les enfants à distance des caniveaux qui peuvent déborder. Ne tentez jamais de franchir à pied ou en voiture les ravines et les rivières en crue ou qui peuvent l'être soudainement. Et dans les zones inondables, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations. Faites attention à l'eau du robinet. Ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation. Au moins 48 heures après l'arrêt des pluies, si une évacuation est nécessaire, facilitez le travail des sauveteurs et soyez attentifs à leurs conseils. Voilà pour ces consignes de sécurité et à suivre juste après le temps de parole. Daniel Zaidani, il était ce matin au micro de Patrick Millan. Un grand merci à toute la rédaction de Kwezi ainsi qu'à Camille Idlas qui a réalisé ce journal et Ousmane Maëvaben pour le son, plateau et radio. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi, même heure, même chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end et soyez prudents. Kwaheri.